On va avoir une présentation super intéressante de, de Gabriel, qui, comme j'ai mentionné tantôt, qui vient d'Alberta. J'étais bien content de le voir aujourd'hui. Aidez-moi à accueillir Gabriel Cossette. Merci, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais être très humble. Merci beaucoup de m'avoir invité puis de m'accepter de me présenter. Très content d'être ici. C'est la première fois que je viens au Linux Meetup de Montréal, après avoir été durant longtemps impliqué dans, Linux Québec, entre autres, à Québec. Donc, longtemps dans le CA, on a organisé longtemps des activités avec François Pelletier, entre autres. Et j'ai connu Martial via les Linux Meetup à Québec, dans le temps qu'il faisait. Qui était avec Savoir-faire Linux. Donc, non, vraiment bien content d'être ici. Je vous voyais souvent en ligne, mais me disais, si un moment donné, je passe à Montréal, là, ça donne. Mais là, je suis vraiment content. C'est ça. Aujourd'hui, je viens vous présenter un sujet que j'ai travaillé longtemps pour le gouvernement fédéral et pendant longtemps, j'étais très intéressé, je le suis encore, très intéressé par le logiciel libre et quand je travaillais au gouvernement fédéral, je me disais, ça fait donc bien avec le gouvernement, le logiciel libre, sous plusieurs aspects. Donc, j'ai souvent présenté sur ce sujet-là à l'interne et on avait une communauté même interministérielle de différents ministères au fédéral où on parlait justement des bons projets de logiciels libres, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et tout ça. Et là, après une quinzaine d'années, durant la pandémie même, j'ai pris une petite pause, un congé sabbatique d'un an, et finalement, à la fin, j'ai démissionné du fédéral parce que malgré que j'avais des excellentes conditions, je m'ennuyais un petit peu après 15 ans. Je voulais vivre d'autres choses, donc je suis parti où j'ai commencé à travailler exclusivement dans le logiciel libre. Mon background, c'est que je suis sysadmin Linux, mais le côté architecture m'intéresse beaucoup, stratégie, promotion, mais toujours relié à l'indépendance numérique, au logiciel libre et tout ça. J'ai beaucoup de fun là-dedans. Puis, c'est ça. Puis là, un sujet avec ce qui se passe aussi au niveau contexte géopolitique et tout ça, eh bien là, les sujets d'indépendance numérique reviennent beaucoup sur le plancher. Et aussi, j'étais durant 2 années à une conférence assez grande en Europe sur les logiciels libres, FOSDEM. Et là, on voit encore plus qu'en Europe, ils mettent vraiment encore plus d'accent sur les logiciels libres, malgré que depuis plus que 15-20 ans, ils sont très impliqués là-dedans, les Européens, parce qu'au niveau culturel, ils voulaient être plus indépendants de l'Amérique du Nord. Ils ne voulaient pas dépendre des grands éditeurs de l'autre côté de l'océan. Donc, moi, ça m'a toujours intéressé de voir leur succès puis de pouvoir les partager quand j'étais au gouvernement. Et je me dis, on peut encore les regarder leur succès puis s'en inspirer et voir comment qu'on peut les appliquer ici puis vraiment s'inspirer de ces succès-là. Donc, on fait un aperçu de différentes initiatives et après ça, je me sors une petite discussion avec vous là-dessus parce que c'est sûr que c'est bien beau de voir ce qui se fait l'autre bord dans l'autre continent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pratico-pratique ici pour aider à améliorer un peu notre indépendance numérique. Donc, rapidement, moi, c'est ça, Gabriel Cossette, admin système Linux, geek en général, c'est sûr. C'est ça, j'ai déménagé dans l'Ouest canadien il y a à peu près 1 an et demi. Je voulais vivre un petit peu, je voulais vivre une autre culture, être ailleurs en Canada, explorer d'autres espaces, essayer de promouvoir l'open source à d'autres endroits que le Québec. Donc, je suis à Calgary, je suis très bien là et tout. Et depuis que j'ai déménagé, une fois rendu là-bas, j'ai changé vers l'organisme sans but lucratif Cybera, qui est un organisme qui donne de 40 employés et qui donne des services aux différents paliers de gouvernement. Donc, nous, nos clients, c'est les universités, les collèges, les municipalités, le provincial, et aussi, on gère le réseau de la recherche, donc qui est géré par Canary, qui est l'organisme fédéral qui gère le réseau de la recherche, la fibre noire qui fait tout le pays, dont ici, c'est le risque qui gère. Chaque province, il y a un organisme qui gère le réseau privé de la recherche haute vitesse. Et ici, c'est le risque. En Alberta, c'est Cybera. Et je suis devenu sysadmin Linux pour eux. Dans mes tâches, je gère du Kubernetes, je gère un gros cloud OpenStack qu'on offre d'ailleurs à tous nos membres qui sont des étudiants, qui sont des chercheurs et tout ça. Ils ont droit à pouvoir créer des VM dans OpenStack et c'est nous qui gérons ça dans 2 centres de données, un à Calgary et un à Edmonton. Donc, j'ai bien du fun dans OpenStack, dans du Linux et c'est ça. Bref.
quelques exemples, je vais vous montrer ceux de l'Europe. Un était très connu, la Gendarmerie nationale en France. Depuis 2005, eux autres qui ont commencé à balbutier dans le logiciel libre. Ça a commencé l'histoire avec un comptable qui était là-bas et que lui, c'est lui qui était responsable de payer des licences de Microsoft Office en 2005 dans ce coin-là. Puis il disait, ça coûte donc bien cher. Puis là, il essayait OpenOffice à la maison, puis il disait, crime, il me semble qu'on pourrait acheter quelque chose de même. Tu sais, ça me semble intéressant. Tu sais. Fait que là, ils ont réussi à les convaincre. Ils ont passé à OpenOffice en 2005. Maintenant, ils sont sur LibreOffice, évidemment. Ça marche bien. En 2011, ils ont commencé à migrer vers Linux. Mais la Gendarmerie nationale en France, la police française, finalement, c'est quand même gros. Là. C'est 73 000 postes de travail dans 4 300 emplacements pays. Puis des endroits que c'est très reculé, pas de bonne connexion, satellite sûrement, avant Starlink, tout ça. Puis, eux, ils ont passé à Ubuntu, puis vraiment, j'ai eu, quand on avait des conférences de logiciels libres, ils étaient venus une fois à Québec présenter, et ils disaient vraiment, ça marche bien, ils font les mises à jour de Ubuntu même assez rapidement. Et ils ont rajouté beaucoup, un petit peu, bon, j'ai vu en 2009, ils étaient déjà rendus à 9 millions d'euros par an d'économie, entre autres, en licence et tout ça. Et eux autres, leur approche était très intéressante, dans le sens que parce que dans le temps, on remonte en 2005-2010, Linux avait encore beaucoup de préjugés. Tu sais, on disait, c'est pas sécuritaire, tu n'auras pas de service là-dedans, puis tout ça, tu sais. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, il nous faut faire des appels d'offres, il faut qu'on ait du soutien pour ça. Mais ils ont dit, il ne faut pas dire le mot libre ou le open source ou Linux ou le logiciel libre. Eux, ils ont dit, on va faire deux choses dans l'appel d'offres pour avoir du libre. On va dire, ça doit être des standards ouverts. Donc, si on veut une solution Java, on veut du J2E 100%. On ne veut pas un J2E avec une petite extension. On veut des standards ouverts. Bon, c'est correct. Et après ça, ils ont dit, on ne dira pas qu'on veut du libre. On dit que à la fin du contrat, on doit pouvoir internaliser le logiciel. Donc, pouvoir le maintenir nous-mêmes et indépendant de la compagnie. La seule manière de faire ça, c'est d'avoir accès au code source. Puis, tant qu'avoir accès au code source, ben, il faut une licence libre pour pouvoir l'utiliser, le code source. Donc, ça faisait qu'eux, il y avait du logiciel libre à la fin. Mais ils évitaient toute la discussion de logiciel libre, c'est pas sécuritaire, non. Ils ont rephrasé ça comme ça. Et ils ont dit à vérité, nous autres, on est un dans les pires clients que les fournisseurs peuvent avoir parce qu'on demande qu'ils nous montrent toute la solution pour pouvoir le gérer à la fin. Mais on dit, on a toujours des bons contrats, des bons fournisseurs, ça va bien, tu sais. Donc vraiment, bref, mais tu sais, ils sont très, très comme, on y va, c'est pas à moitié qui s'implique là-dedans. Autre exemple, un peu plus récent, j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, j'ai vu une de ces conférences-là à FOSDEM. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, depuis quelques années, se sont mis vraiment à investir dans le numérique et dire, bon, ben, ceux qui peuvent se baser sur la France aussi, en partie, qui a fait beaucoup de choses là-dedans du gouvernement français. Mais l'Allemagne s'est dit, nous, il faut qu'on augmente notre indépendance numérique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous disent, bon, une des choses, un des chevals de guerre, c'est Office 365. Parce que, bon, grosse solution, très optimisée pour les gouvernements, à bon prix, entre guillemets. Donc, ils se sont dit, ben nous, on va essayer de développer une solution, une alternative à ça. Donc, ils ont créé un organisme à part du gouvernement qui s'appelle Zendis, qui est complètement subventionné par le gouvernement, mais qui n'est pas un ministère ou un organisme. Donc, plus de flexibilité un peu sur les règles administratives et tout ça. Et là, ils se sont dit, bon, OK, si on veut un Office 65, il faut qu'on ait du courriel, il faut qu'on ait des tâches, gestion de projet, gestion documentaire comme un wiki, ces choses-là. Mais puis tout ça existe déjà. Puis il y a plein de logiciels libres qui font ça. Comme là, comme je vous montre, ce qu'ils ont choisi, c'est Element pour ce qui est du clavardage, Nextcloud pour la gestion de fichiers, OX AppSuite pour le groupware, pour la gestion des courriels et tout ça, Open Project. Mais ce qui manquait à ces logiciels-là pour que ça fasse un ensemble cohérent comme Office 365, c'est deux choses particulières. C'est l'intégration. Donc, parce que ce qui est le fun, c'est de faire, OK, ben là, si j'ai une page wiki, puis là, je veux mettre le lien vers une tâche du projet qu'on fait là. Ben, c'est le fun qu'il y ait une intégration pour que quand je donne la page wiki, je mets mon curseur au-dessus de la tâche, puis oups, ça me met pop, OK, ça me dit l'échéancier de cette tâche-là ou un truc comme ça. C'est ces petites intégrations-là qui fait que ça fait une belle expérience. Donc, eux, ils se sont dit, tiens, on va subventionner ces compagnies logicielles libres-là
qui sont en partie de ceux-là sont européennes, on va les subventionner pour qu'ils créent des intégrations ensemble. Et aussi, ce qui manque, c'est un thème visuel uniforme, parce que, tu sais, Open Project, c'était bien bleu, telle affaire, puis OX App Suite, c'est un vert peut-être par défaut. Donc, on dit, il nous faut un thème uniforme. Puis pour ça, ben, le HTML, CSS, tout ça, ben, il faut qu'ils se parlent, puis il faut qu'ils s'arrangent pour qu'on puisse appliquer un thème uniforme à tout ça. Donc, ils ont subventionné ça. Récemment, le code source est tout publié et ça roule sur du Kubernetes. Donc, si vous voulez l'essayer, je vais partager un peu de présentation après. Vous pouvez aller voir le code source, le déployer dans Kubernetes. Je n'ai pas eu le temps d'essayer encore, mais ça me semble bien intéressant. J'ai vu dans les nouvelles récemment qu'ils ont fait un grand déploiement dans le secteur de la santé. En tout cas, ça avance. C'est intéressant à surveiller. Et ce qui est une chose qui est pour un gouvernement, l'exemple là, c'est que même si, disons que ça ne fonctionne pas, après quelques années, là, c'est mort. Ben, les intégrations, ils ont subventionné les compagnies de logiciels libres pour développer des intégrations. Donc, disons, XWiki, qui a été choisi, je ne vais pas le citer, mais c'est lui qui est choisi pour la gestion de... On crée une extension pour lier des tâches à Open Project. Ben, après ça, XWiki, c'est une compagnie française, peut dire à ses futurs clients, en passant maintenant, je m'intègre avec Open Project. Donc, plus de clients potentiels, plus croissance d'économie locale, parce que donc, finalement, le gouvernement investit, mais ça revient dans l'économie quand même parce que c'est des compagnies européennes en majorité. Donc, c'est pas un investissement qui est perdu, même si au bout du compte, puis peut-être que c'est open source, donc peut-être que le projet va être repris plus tard et ça va marcher finalement à cause de plus d'investissement ou peu importe. Donc, bref, OpenDesk à surveiller, vraiment intéressant. Et l'Allemagne et aussi la France, ils collaborent entre autres ensemble là-dessus aussi. Là. Donc, mais l'Allemagne principalement, je pense, qui est impliquée. Si on passe au niveau privé, compagnie privée, qu'on ne parle pas souvent, mais qui est très intéressante, puis que j'ai souvent surveillé de côté, c'est Suzy. Bon, beaucoup de vous la connaissent. Suzy, c'est comme Red Hat. C'est en arrière de Red Hat côté revenu annuel et tout ça, et grandeur, mais c'est quand même le deuxième, je pense, côté compagnie logicielle libre qui offre du support pour un Linux Enterprise, qui est SUSY de Linux Enterprise. Et c'est ça, mais sont indépendants. Ils ont été une couple d'années sur la bourse de Frankfurt, mais ils sont revenus indépendants finalement. Ils ont souvent changé de propriétaire. C'est sûr que c'est dur à suivre un peu Suzy parce que c'est pas une compagnie qui était très stable, mais j'ai toujours admiré comment ils développent leurs choses, puis et surtout l'ingénierie à l'arrière. Comme par exemple, OpenSUSY Linux, il y a plusieurs variantes. Une variante qui est une rolling release qui s'appelle Tumbleweed, qui est toujours mis à jour. Il y a une variante plus desktop, là, qui est basée sur la version serveur avec des packages desktop. Il y a même une variante conteneur qui s'appelle MicroOS. Donc, ils ont vraiment plusieurs variantes intéressantes. Et ils ont des outils vraiment intéressants. Eux, ils se sont dit, bon, ben là, nous, nos distributions Linux, il faut les tester. Quand on met à jour un paquet, il faut tester. Ben, ils ont développé OpenQA. OpenQA, c'est un système que, disons qu'ils mettent à jour, je sais pas, LibreOffice. Puis là, ils se disent, ben là, ça marche-tu encore nos affaires? Ben, ils lancent le test automatisé et ça fait un ISO, ça va installer Linux dans une machine virtuelle et il y a des clics de souris programmés, là, tu sais. Et là, ça prend une copie d'écran à chaque fois. Et ça fait une comparaison avec une copie d'écran où ça fonctionne, tu sais. Et s'il y a une étape où c'est pas la même copie d'écran, il avertit puis il dit là, c'est différent ici. Fait que, par exemple, rendu que là, ça se log dans le desktop, puis ça clique sur LibreOffice, s'il ne se lance pas, message d'erreur ou il y a une petite différence quelque part dans les pixels, ça va dire, hey, la différence est là. Fait que là, dit, oh, OK. Ben là, ici, ça ne marche pas. T'sais. Fait que c'est comme des tests automatisés, mais au niveau visuel, de clic, avec le clavier, tout ça. Donc, vraiment, très impressionné par comme les outils qu'ils ont développés pour gérer leur distribution Linux. Aussi le Open Source Build Service, qui est un service qu'eux se sont dit, bon, ben là, il nous faut des packages Linux, mais il faut les compiler, il faut les patcher, puis il faut aussi avoir quelque chose pour que la communauté, des fois, s'ils voient un bug dans un paquet Linux de notre distribution, qu'ils puissent facilement nous soumettre une amélioration au moins, ou régler le bug. Ben, il n'y avait rien, je veux dire, tu peux gérer la source dans Git, mais il n'y avait pas rien dans le temps pour construire les paquets, les compiler et tout ça. Donc, il a fait l'Open Source Build Service, qui est un espace où que tu vois la source de tous les paquets
les RPM qui gèrent, et tu peux faire un fork d'un paquet, toi, le changer ou améliorer des choses, et resoumettre ça à l'espace, un peu comme GitHub, mais ça, c'est fait bien avant GitHub. Et donc, c'est une manière pour que tu puisses reverser des modifications de comment que les packages sont faits dans OpenSUSE. Et aussi, même, tu peux compléter tes packages pour d'autres distributions. Donc, par exemple, si tu as un projet open source puis tu veux faire un RPM, tu veux faire un deb pour Debian, pour Ubuntu, même pour Arch Linux et tout ça, tu peux mettre ta source et tes différentes définitions de configuration et ça va te compiler. Tu peux compiler des versions pour Ubuntu 22.04, 24.04, Debian, Red Hat aussi et tout ça. Donc, bref, un gros... Ça, c'est open source. Tu peux l'héberger dans ton entreprise si tu veux gérer des paquets Linux puis les compiler et tout ça. Donc, et aussi, ils ont acheté la compagnie Rancher, qui est une compagnie pour gérer du Kubernetes, donc pour gérer plusieurs clusters Kubernetes. Donc, très intéressant aussi, très belle solution. En dessous de ça, ils ont Longhorn, qui est un stockage distribué que tu peux avoir dans Kubernetes pour les conteneurs. Tu as NeuVector, qui est un scanner de sécurité pour les conteneurs. Fait que, je ne vais pas faire une publicité pour SUSE, mais côté open source, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de... Ils sont moins connus que Red Hat, mais puis sont indépendants encore, ce qui est important à dire, mais ils ont fait beaucoup d'outils pour outiller leur Linux et ce qu'ils offrent. Donc, je trouve que la mentalité est intéressante, puis comme question construite comme infrastructure. Donc, un exemple de compagnie américaine, une compagnie européenne qui est à succès, je trouve. Sinon, au niveau associatif, Framasoft. Beaucoup d'ici, je suis sûr, vous connaissez Framasoft. Depuis 20 ans que ça existe, c'est un organisme sans but lucratif et c'était vraiment orienté éducation au début. Au début, on remonte il y a 20 ans, ben c'était vraiment au niveau éducationnel, ils ont dit, bon, ben là, il nous faut des ressources qu'on puisse partager, qu'on peut vraiment, tu sais, comme voir, ben, OK, parce que par exemple, quels logiciels libres peuvent être utiles dans les écoles ou, tu sais, parce que souvent les écoles, bon, pas souvent, n'ont pas des ressources illimitées côté argent, côté personne et tout ça. Donc là, c'était de voir ben, qu'est-ce qu'on peut prendre comme logiciel libre et utiliser dans les écoles ou comme professeur. Ils ont fait différentes initiatives, dont Framabook, entre autres. Donc, dans le temps, si tu écrivais un livre orienté, disons, pour l'éducation, ben, une maison d'édition, ça peut coûter cher et tout ça. Donc là, ben, là, tu peux le faire en ligne comme un e-book, tu sais, et le publier comme un e-book et tout ça. Donc, vraiment intéressant. Framalib, qui est un annuaire de logiciels libres, qui publiait aussi, où ce que tu pouvais avoir plein de logiciels libres que le monde se soumettait et que tu pouvais essayer et télécharger, évidemment, et tout. La Framaki, qui était une clé USB, comme par exemple, genre de clé que dans les festivals de Linux pouvaient partager, tout ça, avec plein de logiciels libres que tu pouvais rouler en mode portatif sur Windows, finalement. Parce que quand tu voulais attirer le monde de Windows, disons, ben, le logiciel libre. Et en 2014, ils ont lancé Dégooglisons Internet, qui était, eux, ils se sont dit, ben là, le problème, c'est le cloud. Là. C'est beaucoup, le monde utilise beaucoup, Google et compagnie, et ils se sont dit, ben, on va essayer de voir en logiciel libre qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'ils ont lancé Dégooglisons Internet. Ils ont lancé beaucoup de services en ligne basés sur les logiciels libres, dont Framateam qu'on utilise pour les Linux Meetup encore. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnaient la recette pour l'héberger. Parce qu'ils disaient, ben, nous, on ne veut pas remplacer Google, ou peu importe. On veut juste montrer des exemples de qu'est-ce qui peut bien fonctionner en logiciel libre. Et on vous donne la recette pour l'héberger chez vous, si ça vous tente. On vous donne comment que nous, on l'a configuré sur nos serveurs. T'sais. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir que les gens soient plus autonomes et montrer une recette comment apprendre à pêcher, disons. T'sais. Et ils ont créé aussi le collectif d'hébergeurs Chaton, qui est un acronyme long pour collectif d'hébergeurs et tout et tout. Et vraiment, c'est encore actif des chatons. Tu peux aller sur le site et tu peux dire, moi, je recherche un service de partage de fichiers ou de gestion de projet ou de vidéoconférence. Et là, ils te donnent des hébergeurs qui sont certifiés parce que pour être un chaton, il faut être certifié et c'est toute une liste de prérequis que tu dois remplir pour devenir ça. Donc, c'est très sérieux. Donc, ils veulent être sûrs que tout le monde et c'est pas de la fraude ou rien, que les associations ou les petites OSBL ou les petites compagnies en France principalement puissent... Mais tout le monde peut être un chaton. Il y en a même un ou deux, je pense. Ben, Facile en est un avec les services faciles. Donc, vraiment intéressant comment ils se sont organisés au niveau, pour dire l'hébergement, pour les services, au niveau de l'éducation.
Framasoft, très, très bien. Sinon, côté conférence, FOSDEM, depuis 2000 que ça se passe en Belgique, à Bruxelles. Je suis allé cette année, l'année passée. C'est la plus grande conférence logiciel libre en Europe. C'est un week-end début février et c'est incroyable. Vraiment, 25 1118 conférenciers, 1074 sessions. Mais il y en a qui durent 5 minutes, 10 minutes, des lightning talks ou des choses comme ça. Et 78 tracks. Par tracks, c'est comme, disons, une salle ou un après-midi, ça va être une salle juste pour les ou une salle pour les développeurs, je sais pas, Python. Puis il y a même une salle, par exemple, sur les transports publics. Parce qu'il y a beaucoup d'open source qui se fait en transport public, dont entre autres les trains. L'Europe a beaucoup de trains. Et là, ils se disent, ben là, pour expansionner, on réutilise les rails dans plusieurs pays, puis on est plusieurs compagnies là-dedans. Donc, faut essayer de collaborer ensemble. Puis il y avait même eu un nouveau logiciel libre qui s'appelait le Open Source Railway Designer. C'est la CNCF, qui est la grosse compagnie de trains en France, qui avait mis ça open source. Puis c'est comme un logiciel où tu vois les différents rails dans les différents pays en Europe. Puis là, tu peux planifier tes routes. Puis tu peux dire, OK, là, si on a tel train qui passe là, puis là, l'autre, ça fait combien de temps, puis pour que ça passe sur tel rail. C'est comme un logiciel libre pour dire, bon, on va collaborer entre compagnies de trains pour organiser nos routes meilleures en Europe. Donc, ah oui, non, puis ça fait que juste pour dire, il y a une salle, un après-midi, genre, dédiée pour ça. Fait que c'est vraiment une énorme conférence. Tout est filmé. Donc, vous pouvez aller voir en ligne. Toutes les vidéos sont là, publiées. Et ils ont un pipeline de publication de vidéos tout automatisé. Eux, ils filment ça. Ça s'en va sur un serveur où ça se fait pré-encoder. Le présentateur reçoit un lien et là, valide ça, le début, la fin de la vidéo, approuve. Ça se passe un pipeline d'encodage. Puis tu peux même voir la page de statut. Après la conférence, tu vois, c'est rendu où dans le pipeline chaque vidéo. Vraiment automatisé, incroyable. L'année passée, cette année, j'ai eu la chance de présenter à FOSDEM un Lightning Talk de 15 minutes et c'était incroyablement bien organisé. C'est fou. Et même quand tu vas là-bas, tu te connectes sur le Wi-Fi, tu as une adresse IP. Puis là, j'avais parlé avec un bénévole qui me disait, hey, regarde, c'est quoi ton adresse IP? J'ai dit, c'est un IP public, ça? Il dit oui. Pour le week-end, on a un subnet qui est attribué à FOSDEM qu'on attribue. Donc, on n'a pas donc pour les démos, pas de problème de NAT, puis de pare-feu, puis tout ça. Ben, il y a un pare-feu, oui, là, mais tout le monde a un IP public, IPv4. Donc, il dit, tu sais, oui, mettez vos pare-feux sur vos ordinateurs, là, vous allez exposer, mais on a un pare-feu quand même, nous. Mais ça reste qu'au moins, tous les conférenciers, tu as accès au moins pour ton Internet facilement. C'est intéressant. Un autre exemple de compagnie privée qui est vraiment une histoire intéressante, c'est XWiki. XWiki, c'est une compagnie en France et eux, ils se sont dit, bon, on va créer un wiki d'entreprise, un peu comme alternative à la Confluence. Et ils ont créé CryptPad également, qui est un genre de Google Docs, mais complètement encrypté. Et eux, on va dire, ben, ils sont toujours en croissance et ça augmente toujours. Ils sont indépendants, carrément, 65 employés. Et eux, c'est vraiment du service conseil, de l'hébergement, du soutien, tout ça. Et j'en parle entre autres parce que le président a souvent fait des conférences et il parle de ça fait depuis 20 ans qu'il existe, comment ils ont réussi à rester indépendants et grandir. En fait, ils ne font que de l'open source. C'est pas du open core, XWiki, c'est le wiki le plus enterprise que je connais et c'est carrément tout libre. Il n'y a pas rien de caché là-dedans. Et même au FOSDEM, on peut voir l'année passée, cette année, ils présentaient sur comment ils ont réussi à financer durant 20 ans ça. Et entre autres, il y a des fonds de recherche, entre autres, intéressants en Europe. CryptPad, vu que c'est une solution très innovatrice, il n'existe pas de Google Docs complètement encrypté. Puis quand je dis complètement encrypté, c'est que le texte qui arrive au serveur est encrypté au niveau client. Là. Donc, même l'admin system ne peut pas aller lire les textes des gens. C'est end-to-end encryption. Là. Le JavaScript local va encrypter en real-time pour aller sur la partie web. Fait qu'ils ont eu beaucoup de subventions au niveau innovation de différents fonds d'innovation en Europe. Donc, XWiki, très belle histoire aussi, surtout pour CryptPad. Et un exemple, gouvernement fédéral en France. Le gouvernement français, depuis plusieurs années, ils se sont dit, OK, on a beaucoup, parce que la France est
Je disais l'exemple tantôt de la Gendarmerie nationale, mais beaucoup de ministères en France se sont mis à adopter des logiciels libres. Aussi, ont commencé à faire un concept qui s'appelle la mutualisation. Donc, 2-3 ministères se parlent, se disent, OK, nous, il nous faut une gestion de courriel. Bien, on va prendre un produit logiciel libre avec un contrat de service, mais nous aussi, on va avoir des employés, on va mettre des développeurs là-dessus. Mais chacun, on va en contribuer, un ou deux, ou quelque chose de même, et on va mutualiser le développement ensemble. Donc, c'était une manière pour les ministères de collaborer ensemble, mais aussi, il leur fallait des fournisseurs de services. Puis, ils se sont dit, ouais, faire des appels d'offres pour plein de logiciels, ça va prendre du temps, ça coûte cher faire un appel d'offres aussi, là. Eux, ils se sont dit, tiens, on va faire un appel d'offres avec 200 ou 300 logiciels libres de listés. Puis, on veut un fournisseur pour ça. Ce qui est arrivé, puis on fait plusieurs versions de plusieurs années qui font ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'un consortium de plusieurs compagnies logiciels libres en Europe se forme. Ils soumettent leur proposition à l'appel d'offres. C'est sûrement dans les seuls qui vont soumettre ça parce que quelle compagnie peut supporter 350 logiciels libres? Et là, ils gagnent. Et donc là, après ça, ben, la France, les gouvernements, les ministères en France ont une seule porte d'entrée pour dire, OK, moi, j'ai un XWiki à l'interne, OK, il est dans la liste, parfait. Puis là, ils contactent le contact de l'appel d'offres et le consortium gère à qui vont rediriger ça, à quelle compagnie en dessous qui vont rediriger ça, finalement. Donc, il part 4-5 petites compagnies qui font du XWiki ou du Open Project ou du Mattermost ou peu importe. Donc, pour eux, c'est une manière de dire c'est facile, on a une porte d'entrée, mais on a vraiment une liste incroyable de logiciels libres. Et même là, ils font des études de veille maintenant qui sont même publiées sur. Donc, ils disent, ben, dans le contrat, c'est bon, vous devez supporter ces logiciels libres-là, mais faites des études de veille aussi. Montrez-nous, ben là, il y a un serveur web. C'est quoi les différences? Est-ce que je devrais aller plus vers Nginx ou Apache ou peu importe? Et ils font même un soutien de 3 ans de plus de Debian. Donc, Debian, même après le soutien étendu de la communauté, ils font 3 ans de plus là-dessus. Et maintenant, leur marché, ils l'ont séparé en 2 affaires. Le support, donc le soutien, et l'expertise. Et l'expertise, c'est plus comme de faire différentes études de faisabilité, d'implantation. Ils font de l'assistance à la mise en œuvre, donc dire, OK, c'est bien beau, mais là, disons que tu veux déployer tel logiciel libre à l'interne, c'est nouveau. Là, ben, avant d'avoir besoin de le support parce qu'il est déployé, ben, on va t'aider comment le mettre en œuvre. Là, donc, c'est pas juste du support proprement dit, des tickets et tout ça, c'est vraiment aussi l'expertise d'études et d'accompagnement et tout ça, des audits également de sécurité. Et aussi, ils sont mis depuis plusieurs années à publier le socle interministériel des logiciels libres. Avant, c'était un PDF. Là, maintenant, c'est rendu un site web. Et vraiment, c'est comme carrément un répertoire de logiciels libres, un annuaire de logiciels libres que l'administration française utilise. Donc, eux aussi, ils disent, OK, bon, on recommande comme édition de PDF tel logiciel, par exemple, ou comme wiki, c'est différent le wiki là, par exemple. T'sais. Donc, ils essaient de faire un petit peu un standard de recommandation pour dire, ben, beaucoup de ministères utilisent ça, et tu sais, puis il y a un comité qui se rencontre pour dire, ben là, on devrait-tu l'enlever, lui, on devrait-tu rajouter lui, peu importe. Puis ça, j'ai mis le lien ici sur une citation que quelqu'un qui était relié à cet appel d'offres-là, français, puis eux autres, ils disent, moi, je suis pas comme spécialiste en informatique ou rien, mais du point de vue marché et du point de vue acquisition, faire un marché comme ça, ça stimule la concurrence. Ça fait que, parce que l'argent reste en France, évidemment. Donc, et là, maintenant, le nombre de compagnies logicielles libres, par exemple en France, qui donnent des services et que le gouvernement, tu sais, c'est toujours la poule et l'œuf. Tu veux du support logiciel libre, mais si tu donnes pas le message que, ben, je vais aller chercher du logiciel libre quand il y en a, ben, il n'y aura pas beaucoup de fournisseurs dans ton pays qui vont le faire. Tu sais. Donc, eux, ça a pris du temps, mais là, ils ont toute une dynamique de compagnies qui font du support logiciel libre. Donc, vraiment, vraiment un bel exemple qu'on peut essayer de réutiliser. Puis, il y a beaucoup d'études qui sont publiées, tout ça, sur leur succès. Un petit bonus, l'Union européenne, la Commission européenne, excusez-moi, ont un site qui s'appelle OSOR, qui est Open Source Observatory. Beaucoup de succès, de projets. Des fois, ça peut être une petite ville en Espagne là, qui a mis un wiki pour leurs habitants, puis là, ils vont publier, ils vont partager leurs bonnes pratiques. Il y a plein de petits succès qui sont là, vraiment intéressants et plus gros. Ils ont également code.europa.eu, qui est vraiment
qui est une forge pour héberger le code source parce que, tu sais, si c'est une administration publique, tu te dis, bon, ben là, moi, j'ai créé ce logiciel libre-là, ben, tu peux pas nécessairement le mettre sur GitHub, tu sais, c'est américain, GitLab aussi, donc tu te dis, ben là, OK, là, j'ai une forge, pas de publicité, la confidentialité est bonne, hébergée en Europe, donc, ils ont fait une forge, je pense sur Gitee ou sur GitLab, je ne me rappelle plus, où ils hébergent leur projet. Donc, très intéressant comme... Mais là, je suis en dehors de mon temps, mais si on a un petit peu de temps pour une discussion ou des questions, j'ai mis quelques questions ici qu'on pourrait parler un petit peu, mais quelques points de discussion, mais c'est ça. C'est vraiment, j'ouvre la parole, il y a des questions ou des débats que vous voulez partir, puis Martial, arrête-nous quand c'est autour du prochain. Moi, c'est le partager. Merci. C'est des compagnies locales qui font le soutien, qui sont bonnes, qui sont développées, tout ça. Puis il n'y a pas juste une compagnie locale qui, pour un logiciel en particulier, il y en a plusieurs. Tu as une concurrence, tu as l'expertise, tout ça. Donc, les dirigeants sont contents. Ils ont dire, ben là, c'est leur faute, mais même s'ils devraient faire ça. C'est ça. C'est ça. Puis même aussi, il y avait été une question, il y a bien 10 ans de tout ça, que est-ce que c'est légal de dire dans un appel d'offres, je veux un produit qu'une licence libre? Et il y avait eu une décision en cours en Italie, je pense, et la décision en cours qui fait jurisprudence maintenant disait oui, le juge a dit oui, parce que n'importe qui peut faire une solution avec une licence libre. Donc, techniquement, on ne limite pas la concurrence parce qu'il n'y a pas de frein à faire un produit open source. Au contraire. T'sais. Donc, ça fait que qu'on demande à l'appel d'offres, c'est correct. C'est générique. Ouais, faut que je vous répète. Ouais, ben là, on a parlé justement des différentes approches en Europe, puis que l'Allemagne est était très orientée vers ça, la France également. Donc, c'est au niveau culturel, on pense que c'est en partie qui fait que c'était plus facile, moins de freins à aller vers le logiciel libre en Europe parce que la culture était plus propice à ça, comme en Allemagne et en France. Fait que, ouais, un peu. Oui, puis c'est un bon exemple, Munich. J'ai lu un peu l'histoire, puis ce qui est arrivé apparemment, c'est que un nouveau maire de la ville est arrivé. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est quand un nouveau maire ou un dirigeant arrive, essaie de re-questionner ce qui s'est fait dans le passé et essaie de faire un peu, pas le contraire, mais d'amener ses propres choses. Donc là, il a dit, ben, même si Linux fonctionnait bien à ce moment-là, ce qu'on voyait, il a amené quand même Microsoft, c'est revenu et tout ça. Mais quand même, c'est intéressant. C'est une bonne étude de cas, là, le cas de Munich, là, quand même, avec Linux. Mais on voit que c'est ça. Des fois, le côté politique peut influencer, évidemment. Un gros merci, Gabriel. Merci beaucoup. Merci. Merci.